Chers étudiants, chers professeurs, nous accueillons ce soir don Léonard de Corbiac, qui est prêtre de la communauté Saint-Martin, ordonné depuis 2016, et responsable de la propédeutique de la communauté, qui a fait son travail de recherche sur le couple Ozanam et qui est un grand habitué pour enseigner les jeunes sur ces thématiques de couple, passion et engagement. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup Adélaïde, merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'abbé de m'accueillir, merci pour votre délicatesse. Je vous prie d'excuser mon retard. C'est une grande joie de vous parler de ce couple. Alors je dois dire que la couverture m'a un tout petit peu surpris, l'affiche. Je la trouvais un peu affiche sexy. Et c'est vrai que je vais vous parler d'un couple du 19e siècle, donc il faut un peu transposer. Il ne ressemblait pas exactement à ceux que j'ai là juste sous les yeux. Mais en poussant un peu, on peut imaginer et s'en sortir à peu près. On m'a donné comme objectif de vous parler 3 quarts d'heure, ce que je vais essayer de faire, et puis pour laisser un peu de temps pour quelques questions, vous vous sentirez bien libre de les poser. La première chose pour partir, c'est de se rappeler, de se rappeler quelques visages connus, de se rappeler que Frédéric et Amélie Ozanam se sont mariés au mois de juin 1841 à l'église Saint-Nizier à Lyon. Frédéric avait 28 ans, Amélie en avait 20. Ils avaient de nombreux amis, il pleuvait, c'était affreux, et tout le monde était heureux, sauf un, semble-t-il, qui n'était pas présent, mais qui était un peu loin, et qui râlait en disant lui aussi est tombé dans le piège. C'était pas des moindres, le râleur, il s'appelait Henri Lacordaire, il était un homme qui électrisait la jeunesse catholique du temps. Il refondait l'ordre des dominicains. Il avait osé, au début des années 1830, se promener en grand habit dominicain en France. En 1834, sollicité justement par Frédéric Ozanam, il avait relancé l'éloquence chrétienne à Notre-Dame de Paris et donné naissance à ce que vous connaissez peut-être comme les conférences de Carême. Mais il râlait. Il n'était pas content que Frédéric se marie. Pauvre Ozanam, lui aussi, est tombé dans le piège. Et bis repetita, 1853, Frédéric Ozanam est mort, il avait 40 ans, et sa veuve, Amélie, écrit quelques notes, rassemble des notes biographiques pour un projet. C'était d'usage que quand une personnalité mourait, l'on écrive une sorte de monographie pour raconter un peu ses œuvres et sa vie, un peu comme dans un monastère, quand il y a un moine qui meurt, on fait le bilan de sa vie pour que les frères s'en souviennent et méditent. Et puis dans les notes qu'il prépare, comme vraiment un gros mufle, il écrit ceci, dans la monographie qu'il publie. Il y eut un piège qu'Ozanam n'évita point. Dès qu'il fut heureux, il voulut donner son bonheur et augmenter le sien en le partageant. Donc ça veut dire qu'il s'est marié, et le mariage est un piège. Et il présente son texte à Amélie Ozanam, c'est vraiment un mufle. Oserais-je dire, quoique Dieu l'ait absous en bénissant son union, qu'il était encore bien jeune pour une félicité si ennemie des grandes muses. Pourquoi ? Parce que Lacordaire était tout à fait persuadé, comme c'était un petit peu d'ailleurs dans l'esprit du temps, que se marier, c'était un empêchement au développement des grands projets intellectuels, des grandes recherches. Voilà. Et donc, Ozanam se mariant réduisait sa carrière. Heureusement, intervient quelques années plus tard la justice pontificale qui surgit. Et alors, Lacordaire se présente à Rome pour une audience. Le pape Pie IX, qui est le plus grand règne, le plus grand pontificat de l'histoire, 31 ans. Le pape Pie IX en 1855, ça fait une dizaine d'années qu'il est pape. Il
il aimait Ozanam, il l'avait rencontré, il avait lu un livre que Ozanam avait écrit sur le poète italien Dante. Il avait aimé ce livre, il avait rencontré Frédéric, Amélie, leur petite fille Marie. Il avait été touché, il avait parlé avec eux, etc. Et puis, à la mort d'Ozanam, il lit le truc de l'accordaire. Et puis, il prend l'accordaire à part en 1855 et il dit, texto, alors ça c'est le pape Jean XXIII qui rapporte cette anecdote qui visiblement a circulé un peu dans les couloirs de la Curie. « Venez, Père, lui dit-il, venez. J'ai toujours entendu dire que Jésus avait institué 7 sacrements, et voilà que vous venez rebattre les cartes en disant qu'il aurait institué 6 sacrements et un piège. Non, Père, le mariage n'est pas un piège, c'est un grand sacrement. » Alors le truc, c'est que peut-être certains d'entre vous pensent un peu comme l'accordaire, que le mariage, c'est un piège. Comme avec le langage carcéral, on se dit, on va prendre perpète. Et puis, à l'époque où on est, à l'époque d'Ozanam, on pouvait dire, bon, allez, avec un petit peu de chance, je vais passer l'arme à gauche pas trop tard. Et puis avec un peu de chance, pour les messieurs, quand j'en aurai 60, bon, c'est jamais une petite couche qui se passe mal, et puis toc, je repars avec une jeunette. Aujourd'hui, on s'en colle pour 60 ans. Et donc certains se disent, avec un cœur un petit peu étriqué, je prends perpète. On va vieillir longtemps, s'engager, et s'engager longtemps, c'est quelque chose de difficile. C'est valable pour le mariage, c'est aussi valable pour la vie consacrée, la vie religieuse, etc. Et puis, je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis assez marqué, à la fois dans ma charge de propédeutique, mais aussi en accompagnant des couples qui se préparent au mariage, et puis quelques accompagnements spirituels, de la difficulté de certains à s'engager. On pourrait se dire, c'est générationnel, patati patata. Et ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau, et je me permets de vous citer Frédéric Ozanam, qui écrit ceci quand il a 21 ans, donc peut-être l'âge de quelques-uns d'entre vous. « C'est un phénomène particulier à notre époque que tous les jeunes gens soient éprouvés entre 18 et 25 ans. » Voilà. Donc, il pensait que c'était particulier à son époque que les jeunes gens soient éprouvés entre 18 et 25 ans. Donc peut-être qu'on peut se dire aujourd'hui aussi, c'est un phénomène particulier à notre époque que les jeunes gens soient éprouvés entre 18 et 25 ans. Ce qui est pas mal, c'est qu'on se rend compte que ça concerne un peu tout le monde. Frédéric, pendant 10 ans, a été littéralement hanté par la question de sa vocation. Hanté, il n'en dormait pas, il transpirait la nuit, c'était terrible. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Voilà. Et Amélie, vous le verrez aussi, avait des peurs sérieuses. Je vous propose tout simplement de suivre leur itinéraire, qui est assez ordinaire et en même temps assez inspirant, me semble-t-il, avec quelques textes significatifs. J'ai choisi quelques extraits, et quelques extraits un peu longs pour certains, parce qu'ils me paraissaient intéressants et inspirants, peut-être donnant même des leçons de vie. Et j'espère qu'ils pourront vous être utiles. Ce qui me paraît, ce que j'aimerais vous montrer, peut-être que vous reteniez pour les plus jeunes d'entre vous, et puis pour ceux aussi qui relisaient un peu leur vie conjugale, il y en a quelques-uns, c'est qu'ils se sont tous les deux libérés d'une vision, une certaine vision du mariage qu'ils avaient, tributaires de leur éducation, de leur famille, du milieu dans lequel ils étaient, et puis qu'ils se sont, en se libérant, élevés graduellement, et ils ont véritablement construit une relation, dimension qui me paraît particulièrement profitable à notre temps peut-être, où beaucoup de choses se fondent sur des réactions émotionnelles, ou au pire simplement émotives, hyper réactives à des petites circonstances. Ils ont vraiment essayé de construire quelque chose, et ce faisant, se sont élevés mutuellement. Si on part avant qu'ils se rencontrent, on peut se dire qu'il y a 2 formes de solitude, 2 formes d'inquiétude. La première qui est celle de Frédéric, qui est né en 1813, il est né à Milan, en Italie, il grandit à Lyon, il a un père qui est médecin, qui a un parcours assez étonnant, qui était soldat. En étant soldat dans les campagnes napoléoniennes, il lit toute la Bible, et puis il devient médecin, il fait des études un peu tard, il devient médecin, une mère qui est au foyer. Il a, en tout, ils sont 14 enfants. Sur les 14, il n'y en a que 4 qui survivent. Donc ça fait 10 morts en bas âge, ce qui fait beaucoup.
Il a un frère aîné qui est prêtre, un frère nettement plus jeune, et puis une sœur aînée qui a 17 ans quand lui en a 7 et qui meurt, malheureusement. Il est très marqué par cette mort. Par les morts, en gros, il a connu sa mère soit enceinte, soit en deuil. Donc c'était toujours un petit peu le timing, et sans doute ça a compté sur son caractère angoissé, anxieux. C'est un enfant qui est vraiment brillantissime. Pour vous donner un tout petit ordre d'idée, quand il avait 18 ans, il avait un grand projet de reconquête de toutes les intelligences de la planète, comme tous les jeunes gens de 18 ans qui ont un peu d'ambition. Et du coup, il avait, évidemment, au collège, on apprenait le latin, le grec, mais il composait des vers dans ces langues-là, il maîtrisait le français, l'italien de sa naissance, il avait des notions d'anglais, il maîtrisait à peu près l'espagnol, l'allemand, l'italien, je vous l'ai dit. Et puis ici, pour son grand projet général, il s'était dit que c'était bien d'apprendre l'hébreu, aussi pour lire la Bible dans le texte, et des notions de sanskrit, parce que c'était pas mal de comparer avec... Voilà. Donc 18 ans, vous avez un peu le profil du bonhomme. Assez brillantissime. Il veut étudier les lettres qu'il aime passionnément. Son père lui dit « Tu seras avocat, mon fils ». Et du coup, il est évidemment contrarié par cette décision, et il part à Paris étudier son droit. En 1837, son père meurt. En 1839, 2 ans après, sa mère meurt. Plus de socle affectif. Son père, pour le détail, meurt en tombant dans un escalier alors qu'il allait s'occuper des malades. Il a un très bel exemple de charité de la part de ses 2 parents. Et puis, dans ce moment de panique émotionnelle, parce qu'il n'a plus rien, son frère est prêtre, donc il devient l'aîné de la famille, de s'occuper de son frère. Pendant 2 ans, entre la mort de son père et la mort de sa mère, il s'occupe de sa mère qui est agonisante. Et complètement tiraillé, il ne sait plus trop où il habite. Il est tenté un peu par une sorte de vocation refuge pour entrer chez les dominicains. C'est là que Lacordaire intervient. Lacordaire qui sans doute lui aura pas trop pardonné de n'être pas entré chez les dominicains. Et il a cette tentation un peu de la fuite du monde, de se faire dominicain ou bénédictin au pire, éventuellement de rester célibataire. Alors il a un regard sur la femme qui n'est pas tout à fait positif. Je me permets, mademoiselle, ce sont des verbatims, et vous verrez que ça évolue, donc réjouissez-vous. Mais pour l'instant, ce n'est pas complètement positif. Il a peur que la femme lui soit inférieure et qu'elle le tire vers le bas, qu'elle l'empêche de travailler, de se consacrer à son œuvre intellectuelle. C'était une ambition qu'un certain nombre de jeunes gens de cette époque avaient, et il se disait que le mariage était une forme d'abdication. Il dit ceci quand il a 25 ans. C'est le premier texte un peu conséquent que je vous propose de lire. Comme ça, vous faites un état des lieux de Frédéric. Je ferai la même chose avec Amélie. Comme ça, vous vous dites d'où ils partent, à peu près. J'éprouve une sorte de respect religieux, peut-être superstitieux, pour l'incertitude actuelle de ma destinée. Alors, il est à Lyon, il a eu un doctorat en droit à Paris, il travaille en sous-main, un doctorat en lettres, en sous-main parce que son père était contre, il le fait en même temps. Et là, à ce moment-là, il attend de savoir si un poste lui sera créé à Lyon, une chaire pour enseigner le droit commercial. Et il espère y avoir un poste d'enseignement. Mais je vous ai dit qu'il était profondément angoissé par la question de sa vocation pendant 10 ans. Et c'est un des moments de cette angoisse, plutôt vers la fin, entre 1831 et son mariage, entre 1830 et 1840 en gros, quand il rencontre Amélie. Il est vraiment angoissé. Il le dit, des nuits avec les draps baignés de larmes, enfin c'est complètement affreux. Pendant 10 ans, il est tiraillé donc entre le droit et les lettres. Est-ce qu'il faut être à Paris, qui est la capitale du rayonnement intellectuel? Est-ce qu'il faut être à Lyon, où il a toute sa famille et tous ceux qui l'aiment? Est-ce qu'il doit se consacrer à son œuvre intellectuelle ou se marier? Est-ce qu'il doit entrer dans les ordres ou est-ce qu'il doit se marier? Bref, il ne sait pas trop. Il a peur aussi, avec pas mal d'amis, peut-être vous avez ça en tête, c'est un élément important de la vie de Frédéric Ozanam, mais ce n'est pas tellement de ça dont je vous parle ce soir. Il a fondé en 1833, comme étudiant, les conférences de Saint-Vincent de Paul, conférences de charité. Au départ, c'était des espèces de moments où des jeunes étudiants se retrouvaient pour des joutes intellectuelles, des conférences d'histoire. Et puis un jour, surgit au milieu d'un débat un jeune homme saint-simonien qui était une espèce de philosophie qui prenait un nouveau christianisme basé sur les banques, en gros je fais en gros, mais les banques, les pharmacies et les scientifiques. En gros, correspond un peu à ce que certains essaient de nous faire vivre aujourd'hui.
Et ce Saint-Simonien envoie à l'Assemblée qui est là, mais votre christianisme est mort, où sont vos œuvres? Alors, piqué au vif, Frédéric et un de ses amis, le soir même, prennent du bois, vont le porter chez leur bois d'étudiants, de chauffage, le portent chez le voisin, et naissent des conférences de charité où il ne s'agit plus seulement de parler pour refaire le monde, mais d'agir concrètement et discrètement pour s'occuper des pauvres. Voilà. Et de là, ça essaime, mais aujourd'hui, des conférences de Saint-Vincent-de-Paul, je crois que c'est 1,2 million de membres dans le monde, et ils prennent soin de beaucoup de gens. Le mariage, c'était un frein à cette action-là, qui était évidemment une action masculine, qui n'était pas une action auxquelles les jeunes femmes étaient mêlées. Il y avait d'autres œuvres féminines, mais il y avait des œuvres, comme on dit, genrées. Donc par exemple, la mère de Frédéric s'occupait d'indigents, d'agonisants. Elle faisait partie d'un groupe de veilleuses où on prenait soin dans la paroisse de tous ceux qui mouraient. Et c'était des femmes qui s'occupaient. Mais Frédéric, lui, se dit, si je me marie, si je me case, ça va être compliqué de continuer à s'occuper des pauvres. Donc, mariage ou pas mariage? Je continue, Frédéric. Mais en vérité, j'envie le sort de ceux qui se dévouent entièrement à Dieu et à l'humanité. Et d'un autre côté, cette question de mariage se représente souvent à mon esprit. Jamais elle n'en sort sans y laisser d'incroyables répugnances. Je suis plus faible que beaucoup d'autres, et les égarements de mon imagination auraient pu entraîner bien loin mon cœur. Et toutefois, je sens qu'il y a aussi une virginité virile qui n'est pas sans honneur et sans charme, et dans l'union conjugale, il me semble qu'il y ait une sorte d'abdication. Donc là, c'est 3 ans avant de rencontrer Amélie, vous voyez, qui n'est pas complètement disposée à... Voilà. Il peut se faire qu'il y ait là-dedans quelque injuste mépris envers les femmes, certes. Cependant, nuance, la Sainte Vierge et ma mère, et quelques autres, alors il pense à sa sœur, et puis quelques cousines qu'il connaissait bien, et quelques autres me font pardonner bien des choses à ces filles d'Ève. Mais je déclare qu'en général, je ne les comprends pas. Leur sensibilité est quelquefois admirable, mais leur intelligence est d'une légèreté, d'une inconséquence désespérante. Avez-vous jamais vu conversation plus capricieusement interrompue, moins suivie que la leur? Je sens que ça va débattre. Je cite. Alors, à sa décharge, je vous ai dit que Frédéric avait eu... peu de modèles féminins. Quand il arrive à Paris, jeune étudiant en 1831, il arrive dans une pension où la nourriture n'est pas bonne, le logement est médiocre. Et à table, lui, c'est vraiment le jeune catholique de Lyon. Lyon étant à cette époque-là vraiment un peu un bastion d'une sorte de résistance catholique fervente. Alfred de Musset, dans les scènes qu'il décrit de ces moments-là, rapporte que des jeunes s'amusaient à prendre des hosties consacrées dans les tabernacles pour cacheter les lettres postales. Il ne faisait pas très bon d'être catholique dans les années 1830. Même s'il y avait un climat de restauration au niveau politique, au niveau local, c'était un peu compliqué. Frédéric est dans une pension où il y a des jeunes gens, des jeunes filles, et il dit à un moment qu'elles ont des conversations de corps de garde, ou alors elles hurlent pour l'inviter à jouer aux cartes, comme il dit, comme les dames de la halle. Donc vous imaginez les poissonnières de Ménilmontant, comme dans un film célèbre, où voilà, c'est une personne qui avait peu de grâce, et il avait un peu cette impression-là. Je poursuis Frédéric. Et puis s'engager à une société sans réserve, sans fin, avec une créature humaine, mortelle, infirme, misérable, si parfaite qu'elle soit. C'est surtout cette perpétuité de l'engagement qui est pour moi une chose pleine de terreur. Et c'est pourquoi je ne puis m'empêcher de verser des larmes quand j'assiste à un mariage. Comme lorsque je me trouve à une ordination ou une prise d'habit, je ne conçois pas la gaieté que l'on a coutume de rencontrer dans les noces. Donc c'était vraiment Jean-Michel, je plombe l'ambiance. Pas très bon compagnon pour les mariages. Alors les lettres qu'il a sur ses sur ses amis qui se marient, c'est terrible. C'est vraiment du dernier cynisme. Mais en fait, on se rend compte que là, il a peur, et il a peur surtout d'une chose. Évidemment, il a peur d'une forme d'inconnu que représentent les femmes pour lui. Il a peur aussi d'une chose, c'est de l'engagement, et de la perpétuité de l'engagement. C'est assez étonnant, ça. C'est surtout cette perpétuité de l'engagement qui est pour moi une chose pleine de terreur. Voilà ce dont il a peur, à 25 ans.
il n'avait pas vraiment envie de se marier, peut-être comme certains d'entre vous, messieurs. Amélie, elle, se définit un peu différemment. Elle n'est pas angoissée, elle a grandi dans une famille plutôt heureuse, paisible, avec des parents un peu originaux. Son père est recteur d'académie à Lyon, plutôt un personnage important du monde universitaire français de l'époque. Sa mère a des origines un peu exotiques et du coup ramène un côté un peu marrant à la famille. Elle est très musicienne. Je dis exotique parce qu'elle est née aux États-Unis, dans les colonies, donc elle rapporte avec elle des souvenirs un peu originaux. Amélie, c'est vraiment une fille qui a grandi avec des parents simples, aimants, affectueux. Frédéric a grandi avec un père qui était assez autoritaire, qui décidait sa carrière, et puis une mère qui était très pieuse et un tout petit peu anxiogène dans sa pratique religieuse, très scrupuleuse. Amélie, au contraire, elle a grandi avec des parents plutôt débonnaires, donc elle a un tempérament franc, joyeux. C'est une femme de caractère, c'est pas du tout une espèce d'oie blanche qu'on se représente au 19e, même si elle était bien peignée avec des robes du 19e. Elle a vraiment un caractère franc, net, une personnalité qui est affirmée. Avec des amis, elle n'a pas du tout envie de se marier non plus. Alors elles organisent un truc qu'elles appellent la Sainte Alliance. Il s'agit de réhabiliter les vieilles filles. Réhabiliter les vieilles filles simplement parce qu'elles veulent créer une société de femmes où l'on se retrouve. Alors elles font la décoration de leur maison des rêves avec des salons jaunes, des salons bleus, des salons verts, des rideaux, des bureaux, etc. Où l'on s'instruit, où l'on débat, où l'on travaille, etc. Mais il n'est absolument pas question qu'il y ait un homme ou un mari dans cette zone. Ça, c'est le premier axe, c'est un axe de jeune fille. Et puis un peu plus tard, quand elle mûrit, elle a aussi quelque chose qui se passe dans son cœur. Elle a un frère, Théophile, qui est handicapé, lourdement handicapé, et elle se dit qu'elle aurait préféré vieillir fille pour s'occuper de son frère malade, qui est très exemplaire dans sa manière de souffrir et d'endurer la maladie. « Je n'aurais pas voulu me marier, dit-elle, pour pouvoir toujours soigner mon pauvre Théo. » C'est dans son cœur un axe important, un peu comme chez Frédéric, c'est un beau point commun, la priorité de la charité sur les convenances sociales. C'est aussi un point qu'on retrouve chez Frédéric. Je l'ai un peu moqué en disant que c'était pour se consacrer à son grand œuvre intellectuel qu'il se disait « je ne vais pas me marier », c'est aussi pour s'occuper des pauvres, dont il prenait soin très régulièrement, et spécialement le dimanche, qui était le seul jour de repos des étudiants, puisqu'on travaillait aussi le samedi, heureuse époque. Voilà. Amélie, la situation se présente, jeune fille 19 ans, 20 ans, on commence à réfléchir à se marier, se présente comme au 19e siècle des partis. Voilà. Alors là, c'est un moment dont on est aussi un petit peu, en tout cas en France, à peu près heureusement délivré. Un riche parti qui se présente, mais il a 45 ans, voire 50, il est un petit peu chauve et bedonnant. Et je cite la mère de Zélie, la mère d'Amélie, qui s'appelle Zélie, qui écrit ceci à son mari à propos des réactions de sa fille. « Son aspect révolte ses sens, et il n'y a que cela qui l'arrête. » Elle parle véritablement de répulsion et désigne cet homme comme un malotru. Voilà. Donc, Amélie refuse un premier prétendant, refuse un deuxième, qui est plus riche et qui pourrait assurer à son frère, si elle se sacrifiait pour la bonne cause, des soins. C'est une époque aussi où faire venir un médecin coûte cher. Théophile est malade, lourdement handicapé, il a besoin de soins qui nécessitent des voyages, des soins dans des cures, de longs séjours, ça grève le budget familial, et un riche parti qui est capable de dépenser pour le soin du malade, ce serait très intéressant. Mais elle se résout, et ses parents l'encouragent d'ailleurs, assez larges qu'ils sont, à ne pas choisir quelqu'un qui aille contre ses sens, parce que c'est un mariage qui ne durerait pas. Et du coup, elle s'exclame dans un moment de joie, « Vive la joie, abat les prétendus », parce qu'elle a dit non à tout le monde. Elle a pris sa décision. C'est une jeune femme qui a un caractère trempé. Elle sait ce qu'elle veut, ce qui est très bien. Et intervient à ce moment-là un matchmaker, une espèce de bonhomme qui a du pif, qui s'appelle Joseph Mathias Noirot, qui est prêtre, qui a été le professeur de philosophie de Frédéric quand il était au lycée.
qui connaît, parce qu'il est professeur de philosophie, qui connaît le père d'Amélie, qui connaît Amélie, qui se dit, tiens, ça va matcher. Voilà. Et alors du coup, il les met un petit peu en contact, il les fait se rencontrer, discrètement, un peu de loin, vous voyez, au 19e, tiens, quelqu'un qui rentre dans un salon, il s'observe, c'est Frédéric d'abord qui l'observe. Amélie fait comme toutes les jeunes filles polies, c'est-à-dire qu'elle fait mine de rien voir, mais elle a tout à fait vu. Et elle sait très bien, voilà. Et là, elle se dit, tiens, un bonhomme qui colle, parce qu'elle souhaitait quelqu'un qui soit un peu de l'univers qu'elle connaissait, qui est le milieu universitaire, enseignant. Ça colle, il a 7 ans de plus, ça colle. Voilà. Il se fiance. Mais alors Frédéric est complètement pris parce que, succès providentiel, il a obtenu un poste à Paris. Il voit ça comme un signe, il s'écrit enfin une vocation, ça y est, j'ai trouvé. Il quitte Lyon, où il espérait Enfin, il avait commencé à mener son cours de droit commercial, et il part pour Paris pour enseigner les lettres, dans un poste de suppléant. Fin novembre, on fait sa déclaration. Le lendemain, on va à la messe ensemble à la chapelle de Fourvière, sur la colline de Lyon. Amélie, dans son cœur, choisit Frédéric comme son fiancé. Le lendemain, le bon père bénit les fiançailles, patriarche heureux. Et puis, Frédéric, début décembre, après une semaine à fréquenter le salon avec un air sage, il remonte vers Paris pour enseigner son cours. Et cette espèce met 3 semaines à écrire sa première lettre à sa fiancée. 3 semaines. Alors, l'abbé Noireau, qui apprend ça, s'écrie « Enfin, il a dégelé » quand la première lettre arrive. Il est tellement obsédé par son cours qu'il pensait à rien d'autre, et du coup, sa fiancée était passée vraiment à la trappe. Pendant 6 mois, ils échangent des lettres. Voilà les fiançailles. Ils se verront une fois autour de Pâques, entre le mois de décembre et le mois de juin, mais sinon, ils se sont peu vus, ils se sont peu connus. Et ils apprennent à se connaître avec des lettres. Et dans la première lettre qu'il écrit, où enfin il a dégelé pour écrire à sa fiancée, il demande cette simplicité que nous aimons tous les deux. Ça, c'est ce que lui désire, même si quand on le lit, on se dit qu'il n'est pas si simple. C'est quand même quelque chose qu'il désire, cordialement. Et Amélie lui répond ceci: « Vous me l'avez promis, tout ce que contient ces pages doit être véridique et sincère, et je vous crois, tout en ne doutant pas cependant que votre imagination ne colore et n'embellisse la réalité. » Alors on se vous voit au début des fiançailles, puis après on se tutoie quand on est marié. Mais il y a ce désir-là d'être sincère, d'être vrai. Amélie, pendant les correspondances des fiançailles, va vraiment l'éduquer à dire les choses. Parce que comme tout bon mec, comme tout bon homme, il veut gérer sans dire et sans dire qu'il a besoin d'aide. Et elle, évidemment, elle comprend qu'il a besoin d'aide. Et donc elle lui dit, pas comme ça, mais elle lui dit, tu me fatigues, enfin vous me fatiguez, demandez de l'aide. Ils passent de l'idéal au réel à partir de leur fiançailles. Pendant les fiançailles, il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation, un peu du désir qui se fait. Évidemment, on est à distance, on s'écrit, on se devine à travers les lettres. Il y a tous les petits jeux amoureux, ça nous paraîtrait, aujourd'hui ça paraît un peu cucu, mais il y a quelque chose d'un petit peu charmant à les regarder. Ils se disent de belles choses, leur correspondance montre qu'il y a une certaine connaissance d'eux-mêmes aussi, une belle connaissance d'eux-mêmes, et Amélie aide Frédéric à la désidéaliser un petit peu. Elle lui dit ceci: je ne suis qu'une bonne fille, bien éduquée par de bons parents. Dites à vos amis que je n'ai pas les cheveux blonds et les joues roses. C'est une référence à, peut-être vous avez ça, les fiancés de Manzoni, qui est un grand classique de la littérature italienne, très en vogue à l'époque, où Lucia, qui est la fiancée dedans, est vraiment la jeune fille aux joues roses et aux cheveux blonds. Un petit peu, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Là, voilà. Des quoi ? Les anglaises, voilà, avec les anglaises. Et donc Amélie n'est pas ceci, et elle est assez lucide sur les hommes. Elle échange avec sa mère, d'ailleurs, c'est assez marrant quand on regarde les correspondances entre fiancés puis les correspondances filles-mères. Avec sa mère, elle dit, elle est prudente avec les hommes qui sont prompts à conquérir, mais qui font peu d'efforts après. Voilà. Et puis, à la veille de leur mariage, le 23 juin,
un petit texte d'Amélie qui est touchant et qui peut vous montrer l'état dans lequel elle était, auquel elle s'est préparée, mais l'état de son cœur à la veille de son mariage. La voilà finie, ma vie de jeune fille, la voilà finie. Je suis arrivée au dernier soir. Pour la dernière fois, je suis dans ma chambre, pour la dernière fois, je suis seule, et demain, ma vie sera partagée, il sera toujours près de moi. Par un mot, je vais consentir à unir ma vie pour toujours à sa vie. Ô mon Dieu, je tremble, mais il m'aime et il m'aimera. Il me faut quitter cette vie si calme et si heureuse. Adieu les jours de mon enfance, adieu ma jeunesse, adieu mes parents, adieu ma chambrette, témoin de mes joies et de mes douleurs. Souvent tu m'as vu pleurer, je vais te quitter, adieu. Demain, encore une fois, tu me verras parer et je te quitterai couronné de fleurs. Adieu, j'espère le bonheur, et si un regret me vient en revoyant ma vie passée, en voyant celle qui se présente à moi me sourire, je vais suivre cette voie, et celui qui me guide et me soutiendra m'aime et m'aimera toujours. Ô mon Dieu, faites, je vous en supplie, que je fasse le bonheur, que je fasse son bonheur, que si fille j'ai donné un peu de joie et de consolation à mes bons parents, cette grâce me soit accordée, et que femme, je donne la paix et le bonheur à mon époux. Vous voyez que quand elle se marie, elle est un peu inquiète, pour le moins, et en même temps, elle se lance. Peut-être que ça rejoint certaines situations de vos cœurs, mais voilà, c'est un beau témoignage. Un voyage de noces italien, c'était la mode, on se lance, c'est très beau, très aventureux aussi, à dos de mulet, en Sicile. C'est une expédition qui est un peu scientifique pour Frédéric, qui est en même temps un peu amoureuse. C'est des conditions un peu étonnantes. Il y a des brigands, on ne sait pas si on va se faire enlever ou pas. C'est un peu comme le comte de Monte Cristo. Vous avez le début, les expéditions en Italie, on ne sait pas trop si on va mourir enlevé par des brigands de grand chemin. Mais ils sont très amoureux, ça se passe très bien, c'est super. Et puis retour à Paris. Et là, c'est un peu la désillusion, parce que Frédéric est pris par ses activités à la Sorbonne, il est pris par ses activités au service des pauvres, et Amélie s'ennuie, elle est assez souvent malade, et puis elle est durement éprouvée par des fausses couches. 2 fausses couches qu'il éprouve, elle, personnellement, très fortement, et Frédéric aussi, puisqu'il se sent seul quand elle, ayant besoin de soins, retourne auprès de ses parents à Lyon, où elle a besoin d'être réconfortée, et pour se remettre aussi physiquement. Et c'est à ce moment-là, en 1843, qu'il y a vraiment une bascule qui se fait dans la vie de Frédéric, particulièrement grâce à ces événements douloureux, un vrai moment de conversion. Frédéric fait un examen de conscience, et c'est très long. Je vais vous lire un très long extrait, mais qui me semble très important et plein d'instructions pour nous. Ceci m'amène à ta bonne lettre que je n'osais espérer. Je te remercie, au milieu des inévitables distractions de la famille, de l'amitié et de la campagne, d'avoir trouvé le temps de m'écrire aux intervalles que j'avais désirés. Tout ce que tu me dis est aimable et tendre, et les réflexions par où tu finis me touchent plus que tu ne peux le croire. Sois béni des prières que tu fais pour moi. Et permets-moi de te trouver un peu trop sévère pour toi-même. Assurément, mon Amélie, je ne veux pas te flatter, je ne veux pas tromper la confiance de cette âme chérie dont je suis aussi le gardien. Précisément, parce que je sais tout ce que tu peux, parce que tu m'as fait voir tout ce dont ton cœur est doté, je crois que tu es capable de grandir chaque jour en mérite et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les saints même peuvent devenir meilleurs, puisque le Créateur seul jouit de la perfection infinie. Mais tel que je t'ai connu, tel que je t'ai aimé, tel que je te vois, il y en a déjà bien assez pour faire mon orgueil et mon bonheur. Non, je ne découragerai pas tes pieuses résolutions, mais je leur prêterai d'autres motifs. Je ne chercherai pas à te retenir dans une région inférieure, mais je désire que tu montes toujours plus haut, mon ange, parce que tu m'entraînes avec toi et que tu me conduiras au ciel. De mon côté, j'ai beaucoup réfléchi. Ma solitude, moins agitée, moins orageuse que l'année dernière, est cependant triste et pensive. Et chaque matin à mon réveil, ne te voyant point encore, je sentirais manquer mon courage si je n'allais le ranimer dans la prière. J'essaie donc de recueillir mes idées et mes forces pour l'année laborieuse qui va commencer, et je veux rassembler ici sous tes yeux quelques-unes des idées que je médite. Voici 2 ans que je suis frappé en ce qui m'est le plus cher, et après avoir tout arrangé pour ma félicité dans ce monde, il se trouve qu'elle est troublée d'une manière imprévue et terrible, par les maux que tu as supportés chrétiennement. Je dois regarder les peines qui me sont envoyées.
comme l'expiation de mes fautes et comme une épreuve pour essayer ma fidélité. En revenant donc sur moi-même et en interrogeant ces 2 années passées dans l'état de mariage, je trouve que j'ai mal usé de ses bienfaits et de ses grâces. Une épouse m'avait été donnée pour être auprès de moi une image de la bonté de Dieu et me rendre meilleur par la puissance charmante qu'elle exerce sur moi. Au lieu d'aimer en elle celui qui me l'a donnée, c'est moi-même que j'ai cherché en elle. C'est moi que j'ai voulu faire adorer dans son cœur, c'est moi que j'ai voulu faire entrer seul dans ses pensées. Et ce misérable égoïsme, croyant ne pas être au gré de son impatience, a été la cause de toutes mes inquiétudes. De là toutes ces préoccupations pénibles, les humeurs noires qui s'engendrent et se multiplient, ces regrets pour Lyon, ce dégoût des hommes et des choses, cette crainte de ne pas réussir dans ma carrière, ces lâches appréhensions de m'être trop avancé. En m'y abandonnant davantage, j'arrivais peu à peu à me décourager de ma vocation, à préférer, aux luttes généreuses du travail, le bien-être facile d'une position, et je tombais dans ces déshonorantes habitudes de mollesse et d'intérêt que j'ai si souvent reprochées aux hommes de nos jours. Tandis que je m'énervais aussi par des sollicitudes inutiles et par des imaginations vaines, je me suis rendu le travail plus difficile et la prière moins fervente. J'ai perdu ce qu'il fallait au contraire acquérir, de l'énergie et de l'activité. Vainement, tu me rappelais à de meilleures pensées, je m'enfonçais volontairement dans ces mélancolies où il y a je ne sais quel misérable plaisir d'orgueil, de paresse. Tu n'as rien à te reprocher, ô ma bien-aimée, et c'est à toi que je dois au contraire, après Dieu, la résolution que je fais maintenant de changer et de ne plus attrister de mes faiblesses des jeunes années que j'avais promis d'embellir. J'ai donc repassé dans ma mémoire tant de souvenirs qui m'éclairent sur mes devoirs futurs. La première inspiration que j'éprouvais il y a 14 ans de me consacrer à la propagation de la vérité, après avoir eu le bonheur de le connaître au milieu des doutes dont mon esprit et ceux de mes jeunes amis avaient si cruellement souffert, la faveur singulière qui m'avait entouré de maîtres excellents, l'hospitalité de M. Ampère, les conférences littéraires, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, toutes ces choses faites pour conserver ma jeunesse, exciter mon intelligence, encourager mes études. Enfin, des circonstances si imprévues, si peu cherchées qui me ramenèrent du droit aux lettres, de Lyon à Paris et dans cette chaire de la Sorbonne où j'aurais été si loin d'aspirer quand je m'asseyais sur les bancs. Alors, il y a 3 ans, lorsque le succès de mon enseignement était incertain, je n'hésitais pourtant pas. Je n'écoutais point les considérations d'intérêt. Je ne cherchais dans ma carrière que la science. Je crois que ce fut Dieu qui m'inspira ainsi et me fit agir avec une hardiesse qui était au-dessus de mon faible caractère. Alors la Providence te conduisit sur mon chemin. Je t'offris le partage d'une vie pauvre, longtemps et peut-être toujours obscure, mais sanctifiée, anoblie par le culte de tout ce qui est beau. Je t'offris la solitude loin de tous les nôtres, mais avec la tendresse d'un cœur qui n'aurait jamais appartenu qu'à toi. Tu fus, comme je l'avais pressenti, courageuse et dévouée. Tu acceptas, et je dois le dire à ta louange, tu ne m'as jamais fait sentir toute l'étendue de ton sacrifice. Tu ne t'en es pas repenti. Les incertitudes sur le passé, les hésitations sur l'avenir, les idées qui abattent et qui démoralisent, ce n'est jamais de toi qu'elles sont venues. Toujours, ma tête fatiguée, en se reposant sur tes genoux, s'est relevée plus forte et mon front plus serein. Maintenant donc, ma bien-aimée, en comparant, en discutant toutes les considérations diverses, je m'affermis dans cette croyance à ma vocation que tous les événements de mes dernières années me confirment. La vérité n'a pas besoin de moi, mais j'ai besoin d'elle. La cause de la science chrétienne, la cause de la foi, est celle où je tiens par les racines de mon cœur. Et dans quelque humble condition que je puisse la servir, j'aurai dignement employé les années qui me seront comptées sur la terre. Puisqu'elle est menacée, puisque les lettres sont le champ de bataille où se vide la querelle, puisque l'enseignement y a grande part, puisque Paris est la ville de France et peut-être du monde où semblent se décider les débats de la pensée, puisque la Providence, par le conseil de mes amis et de ma famille, par l'inspiration irrésistible que j'éprouvais alors, m'a mis sur la brèche, je n'en descendrai pas. Un bien peut se faire ici qui serait impossible ailleurs. J'userai de ce pouvoir de la parole publique dont on veut bien m'honorer. Je m'efforcerai d'en assurer et d'en prolonger l'efficacité en groupant, en dirigeant les jeunes gens chrétiens dans la voie des bonnes études. J'écrirai aussi pour ne point perdre en discours fugitifs le peu qu'il m'aurait été donné de faire connaître aux hommes. Il est possible que je n'arrive ni aux honneurs ni à la fortune, mais jusqu'ici, le pain de chaque jour ne m'a pas manqué et il me suffira toujours quand la main d'une douce et pieuse amie le partagera. Mais pour accomplir cette tâche, il faut de l'activité, de la fermeté, de la persévérance. Le premier moyen, c'est de les demander à Dieu d'abord, de résister ensuite à toutes les tentations qui pourraient y faire obstacle.
J'ai promis de repousser les inquiétudes, les rêveries, les tristesses, de dompter les fougues de l'imagination, de ne pas laisser dans l'emploi de mon temps un espace vide où l'oisiveté puisse s'introduire, avec les désordres d'esprit qu'elle amène à sa suite. J'éprouve que le travail est salutaire pour mon caractère comme pour ma santé. Je placerai ces résolutions et d'autres encore sous la protection de celui qui me les fait naître. Je les porterai à ses autels et quand tu me reverras, j'espère que tu me trouveras capable de les accomplir. À ces conditions, je viens te prier de pardonner mes fautes et les ennuis qu'elles t'ont causés. Je viens te redemander ta confiance, ton estime et cet amour qui ne me manqua jamais. J'en ferai un meilleur usage. Les sacrifices ne seront plus en pure perte. S'il faut remettre à des temps plus heureux la joie de voir se jouer autour de nous de petits anges qui nous devront la vie, notre union aura d'autres jouissances. Tu es amoureuse de tout ce qui est grand, tu me soutiendras, tu m'aideras, tu seras le rayon de lumière toujours présent dans ma pensée, tu étudieras aussi pour toi-même, ou plutôt nous lirons ensemble, nous passerons des heures instructives et profitables. Je me reproche de ne point m'être assez occupé de toi cette année, nous en aurons le loisir. Nous ne romprons pas pour cela avec le cercle de nos connaissances et le plaisir simple que je pourrais te donner. Je serai heureux de trouver quelque occasion de te distraire. Nous tâcherons de mieux faire que l'hiver dernier. Viens donc, ma bien-aimée, viens entre mes bras, contre mon cœur, viens me rapporter le tien qui est si pur et si généreux, viens, et que Dieu nous bénisse en voyant qu'au bout de 2 années, nous nous aimons 1000 fois plus qu'au premier jour. Bon, c'est touchant. On est au cœur du basculement de la vie d'un homme qui se convertit littéralement grâce à sa femme. Et l'homme dont on vous parle, c'est quelqu'un qui est vraiment harassé de travail et qui, le dimanche, s'occupe des pauvres. Donc, quand il dit l'oisiveté, génération Netflix, on peut s'interroger. Voilà ce que Frédéric convertit, son amour-propre. Il découvre l'altérité, il ouvre son cœur et c'est sans doute le fruit des épreuves. Ils passent tous les deux en 1848 par une tempête, la tempête qui parcourt l'Europe tout entière et la France. Frédéric a l'ambition de réconcilier les classes dirigeantes et la classe ouvrière. Il veut vraiment faire un lien. Un moment charnière, c'est qu'en 1848, pendant les émeutes, il va chercher l'archevêque de Paris, Monseigneur Affre, en lui disant « Venez » pour réconcilier la garde nationale et les émeutiers. Il se trouve que Monseigneur Affre, en voulant faire l'intermédiaire, le parlementaire, se prend une balle perdue et meurt. Et Frédéric se remet jamais complètement de cet échec-là. Il s'engage quand même pour les élections législatives. Il fonde un journal avec le père Lacordaire et avec un autre prêtre qui s'appelle L'Ère Nouvelle pour promouvoir ce qu'on a plus tard appelé la démocratie chrétienne, c'est-à-dire la réconciliation entre les idées nouvelles portées par la Révolution française, le libéralisme aussi économique, le principe de liberté et la foi catholique, avec la possibilité pour des chrétiens, pour des catholiques, d'assumer ce qu'alors on proclamait comme la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette ambition est déçue parce que Frédéric connaît un échec politique, local. Il est critiqué et Amélie traverse cette tempête avec lui en le soutenant. Vraiment, cet échec social n'a pas du tout tué leur couple. Il s'en souvient plus tard dans un poème qu'il écrit en se disant il n'était pas de situation, je ne me souviens plus exactement, mais il n'est pas de situation aussi difficile où l'amour fut éteint, quelque chose comme ça. En gros, il y a toujours cette pérennité de leur relation qui est vraiment une relation conjugale, une relation de couple, une relation aussi passionnelle et une relation dans laquelle tous les deux s'engagent vigoureusement, chacun à sa façon et là où il est. Dans un moment difficile, comment est-ce qu'on ne se lasse pas de l'autre ? Parce qu'après tout, on pourrait se dire que Amélie se lasse, comme Frédéric, vous avez vu, qui s'est converti, mais comme il aurait pu se lasser des besoins de soutien familial de son épouse, comme Amélie aurait pu se lasser des besoins affectifs un peu démesurés de son anxieux de mari. Et elle écrit ceci, on ne sait pas dater le fragment en question, c'est dans ses notes privées, dans ses notes intimes.
C'est possible que ce soit après la mort de Frédéric, c'est possible que ce soit pendant leur mariage. Il n'y a pas de date, mais elle écrit ceci, qui me semble être un passage d'une rare profondeur sur ce que peut vivre un couple dans le mariage. Dans la jouissance de l'amour se mêle une souffrance très réelle quand on aime fortement. L'impuissance de pénétrer l'âme de celui qu'on aime. Dans les courts instants du plus entier abandon intime et de la confusion de deux amours, on est en possession du corps, mais on ne possède de l'âme que ce qui s'échappe par les yeux et ce que la parole en livre. Mais ce n'est pas encore l'âme tout entière, il y a quelque chose d'inconnu, d'infini, qui ne se peut donner et qui ne se peut saisir ni pénétrer. De là, l'immense tristesse inexprimable qui se glisse dans les moments des plus intimes épanchements et qui domine la fin des plus vifs moments de bonheur. Ce n'est pas la satiété, mais l'irrésistible désir d'aller au-delà. Et je ne saurais m'expliquer pourquoi je n'ai jamais désiré plus vivement mourir que quand j'étais heureuse. Non pas par besoin de délivrance, comme je l'ai éprouvé dans la douleur, mais comme une soif de quelque chose d'inconnu. Dieu a permis cette impénétrabilité comme sans doute une sauvegarde, car si Dieu voit et pardonne les pensées honteuses qui traversent le cœur, la personne qui nous aime nous pardonnerait-elle ? Dieu qui nous a fait debout et qui plane sur toute chose est tout miséricorde. Dans le cœur de cette jeune femme qui a entre, à ce moment-là, 25 et 33 ans, peut-être 35, il y a une lucidité assez forte sur le mystère de la personne et que cette réalité-là, que quand on se marie, on épouse aussi un mystère, quelqu'un qui nous échappe, avec lequel il faut construire quelque chose de grand, mais quelque chose qui reste toujours soumis à la liberté de l'autre. On s'engage toujours avec quelqu'un qui demeurera, malgré la compréhension, malgré la sainte communication des temps modernes, de toutes les méthodes de bien communiquer, de toutes les manières non violentes et pacifiques et anti-bris de verre et avec des fleurs. À la fin, on épouse toujours un mystère, une autre personne. Et elle a cette très profonde lucidité, je pense, qui peut être instructive. Frédéric a une santé fragile, il tombe malade, plus grièvement que d'habitude. Il s'effondre et entre 1850 et 1853, c'est une longue descente aux enfers physiques pour lui. C'est un moment vraiment paradoxal parce qu'intellectuellement, il arrive au sommet de sa carrière, il a mené tous les travaux qu'il voulait pour entreprendre le grand projet intellectuel qu'il avait. Et c'est le moment où il ne peut plus le mener à bien. Il se lance dans un voyage un peu désespéré pour recouvrer la santé dans différentes villes thermales. Et puis ils finissent en Italie. Amélie, qui avait été un peu dans l'idéal du mariage, enfin dans la logique maritale de l'époque, la protégée de Frédéric devient justement sa gardienne, son infirmière, celle qui prend soin de lui, qui l'aide jusqu'au bout. Et il reste quand même fidèle, et c'est un élément d'une très grande, enfin, il me semble très simple, mais d'une très grande beauté. Tous les 23 de chaque mois, Frédéric offrait des fleurs à Amélie pour le jour de leur mariage. Et le 23, ils sont en Italie, et le 23 août, il en peut plus, il est en train de crever concrètement. Il va avec sa canne, il va cueillir une petite branche de myrte, il fait quelques pas pour aller cueillir une branche de myrte et l'offrir fidèlement à cet engagement qu'il avait pris. Il meurt à Marseille, et véritablement il y a quelque chose qui se réalise. Il est ensuite rapatrié à Paris, etc. Et Amélie passe le reste de sa vie à perpétuer notamment la mémoire intellectuelle de Frédéric en publiant beaucoup de ses œuvres, en supervisant la publication de ses œuvres. Et il y a quelque chose qui m'a marqué quand il était dans une lettre de fiançailles. Il cite le livre de Tobie, et il cite le livre de Tobie avec les mots suivants: « Le Seigneur miséricordieux vous sauvera l'un par l'autre ». Et ça m'a surpris parce que dans le livre de Tobie, c'est pas ce qui est écrit. Et je me suis rendu compte que j'ai cherché toutes les traductions possibles du début du 19e, il n'y a aucun endroit où ce truc-là est écrit.
Et Frédéric, qui parlait, comme je vous l'ai dit, hébreu, grec, latin et sanskrit, il n'a pas pu faire d'erreur de traduction, c'est pas possible. Et donc, soit c'est un lapsus révélateur, soit c'est une sorte de parole prophétique autoréalisatrice. Le Seigneur miséricordieux vous sanctifiera l'un par l'autre. Ce détail-là qu'il écrit dans leur lettre de fiançailles, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans leur vie. L'un par l'autre, ils se sont élevés mutuellement. Le témoignage de ça, alors vous allez me dire, la grande conversion que je vous ai donnée, c'est aussi chez Frédéric. C'est surtout chez Frédéric, avec la tartine que je vous ai lue. Amélie accompagne leur fille. Je vous ai dit qu'ils ont une petite fille, Marie, en 1845, fille unique. Marie, un jour, se marie avec un certain Laurent, et voilà ce qu'écrit Amélie à son gendre. Vous trouvez donc la vie bien douce, ainsi passée à deux, mon cher Laurent. Vous avez bien raison et je comprends tout votre bonheur, comme vous avez bien fait de rendre grâce à Dieu de si grand cœur et de mettre sous la protection de la Sainte Vierge votre jeune amour. Il faut renouveler chaque jour cette prière, car il faut que ce même et tendre amour dure toute la vie, non seulement sans diminuer, ce qui est peu, mais en s'agrandissant. Cela ne vous paraît pas possible, mon jeune fils, et cependant, si vous aimez votre chère compagne de toute la force de votre âme, aujourd'hui que tant de séductions vous retiennent près d'elle, si Dieu est toujours au milieu de vous, mes chers enfants, vous l'aimerez encore bien davantage quand les années auront tout affermi, quand même elles auraient enlevé des charmes, et surtout quand vous aurez souffert ensemble ce qui est le grand lien des âmes. Mais j'espère que vous serez alors déjà vieux. Profitez bien, mon cher Laurent, de ce premier épanouissement de votre cœur pour l'ouvrir tout entier et jusqu'au fond. Votre mère, chère femme, c'est une chose qui ne se fait bien que dans l'ardeur des premiers jours où vous êtes et dont l'habitude est un bienfait pour toute la vie. Pour vous, plus que pour tout autre, mon cher enfant qui avait été privé bien jeune des joies du cœur, vous trouverez un grand bonheur à ne pas vous replier sur vous-même et à laisser monter naturellement à vos lèvres ce que vous sentez intérieurement plus vivement peut-être qu'un autre. Et puis vous trouverez en Marie un vrai soutien et une véritable compagne, je vous en réponds. Dans le mariage, tout doit se confondre et s'unir, mais c'est surtout dans l'union complète des âmes que se trouve le vrai bonheur. Il faut penser et même sentir de même, se donner mutuellement ce qu'on a de bien et devenir meilleur à mesure que l'on s'aime davantage. Alors que retenir de ce petit exemple de couple du 19e, lui seul est reconnu bienheureux par l'Église, pour l'instant. Que retenir pour vous? Peut-être qu'il y a un bon moment pour s'engager et qu'il est bon d'attendre ce bon moment, de le discerner, d'endurer peut-être les angoisses de cette attente, de n'avoir pas peur d'angoisser, parce que ça fait partie du process, peut-être demander des conseils pour cela. Remarquez que Amélie et Frédéric ont appris à se connaître, même brièvement. Ils ont appris à se connaître aussi parce qu'ils avaient une certaine connaissance d'eux-mêmes. Donc je vous encourage beaucoup, pour vous-même qui réfléchissez à vous engager, et peut-être à toute forme d'engagement, à vous connaître personnellement et à tâcher de connaître ceux avec lesquels vous songez un jour à vous engager. Examinez votre conscience, examinez les épreuves traversées, la conversion de Frédéric, et puis vous avez vu quand même Amélie, une certaine lucidité qu'elle a sur elle-même et sur les émotions qui traversent son cœur. Prenez soin aussi de construire des relations, construisez-les, il faut du temps pour ça, prenez ce temps-là, il est précieux. Laissez-vous aussi émerveiller de ce qu'un amour qui peut être aussi, qui doit être une amitié, peut faire grandir. Passez autant que vous le pouvez de l'idéal au réel. Il y a des moments où ça passera par des formes de croix, de souffrance, de difficultés, mais vous ferez le bien en faisant ça. Je vous redis ce que dit Amélie, dans le mariage, tout doit se confondre et s'unir, mais c'est surtout dans l'union complète des âmes que se trouve le vrai bonheur. Il faut penser et même sentir de même, se donner mutuellement ce qu'on a de bien et devenir meilleur à mesure que l'on s'aime davantage. Bon courage. Merci beaucoup, Don Léonard, pour
cette conférence. Nous allons passer aux questions s'il y en a qui en ont. Merci, don Léonard, pour cette conférence très édifiante dans toute la richesse qu'elle nous a apportée. J'avais une question. Merci aussi pour vos éclaircissements et vos petits tips, à la fin, vos petits conseils. Seulement, je me posais la question, quelle a été la bascule qui les a fait se fiancer alors que même leur discernement vocationnel était pour le moins bancal, en tout cas non abouti? Pour Amélie, il n'était pas bancal. Elle savait qu'elle voulait se marier, elle savait qu'elle devait se marier. Je vous ai montré ses atermoiements, mais quand elle réfléchit à Frédéric en 1840, elle est assez sûre de son fait. Lui était anxieux, et en fait, ce qui l'a déclenché, c'est qu'en 1840, il obtient un poste à la Sorbonne. Il obtient un peu ce qu'il rêvait, et c'est pour lui un marqueur. Il s'écrit vraiment dans une lettre à un moment, enfin une vocation. Et du coup, ça l'a un peu décoincé, et trouvant ce qu'il avait, parce qu'il y a vocation en deux sens. Il y a vocation dans le sens d'un état, d'un métier, d'une profession. Pour lui, c'était vraiment une angoisse. Il était très tiraillé de toutes parts. Et le fait d'avoir un métier, c'était une assurance. Et donc à partir de là, il s'est dit, je peux y aller. Voilà. Et puis il connaissait le recteur, il connaissait le père d'Amélie, il l'avait vu un petit peu, il avait été marqué par la délicatesse d'Amélie qui s'occupait de son frère. Donc voilà, ça l'a un peu convaincu. Il a fallu 10 ans. Bon courage aux anxieux. Eh bien, chers amis, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, vraiment, je vous assure pour accompagner quelques jeunes gens de votre âge, d'une grande compassion sacerdotale pour toutes les questions que vous vous posez. Ayez confiance en vous, peut-être. Peut-être un point un peu personnel. J'ai pas mal lu dernièrement de longs romans et de bons romans. J'ai été très impressionné par le fait que les bons romans sont toujours écrits par de bons psychologues, hommes ou femmes, qui décrivent des situations avec une grande justesse et qui nous rejoignent précisément parce qu'eux-mêmes ont pu traverser des époques, ont pu voir des conflits intérieurs se résoudre. Autrement dit, examinez vos cœurs, examinez vos âmes, connaissez les étapes de votre existence, de votre vie, sachez relire. On a l'habitude, à la fin d'une journée chrétienne, de faire un examen de conscience, ponctuellement faire un examen d'année, c'est utile, un peu pour savoir où on va, sans quoi on se laisse aller un peu n'importe où, et on est bien malheureux de ne pas trop savoir où on va. Parfois, il faut accepter de changer de cap, on s'est planté, mais prenez l'habitude de vous connaître vous-même en regardant les auteurs du 19e et en comparant avec les romans. Pour la comparaison, j'ai fait l'exercice de lire le numéro 1 des ventes sur Amazon dernièrement, qui était La femme de ménage. Voilà. Donc j'ai lu le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et alors psychologiquement, donc dans l'usage de la torture psychologique, c'est assez bien documenté, mais pour le reste, pardonnez-moi, mais c'est vraiment une merde. C'est d'une pauvreté psychologique qui est effrayante. Donc je me suis dit, on a basculé d'une époque où les gens, quand on regarde la façon, par exemple, dont Victor Hugo raconte les questions d'âme de Jean Valjean dans Les Misérables, c'est assez extraordinaire. Il y a tous les basculements, toutes les émotions intérieures. Des gens qui connaissaient les âmes. Et nous, on a une légère tendance à ne pas connaître ou à mépriser la vie intérieure parce qu'on se laisse happer par tout ce qui est extérieur. Vous avez le mot de Bernanos qui est la modernité et une grande conspiration, je crois, un truc comme ça, contre toute forme de vie intérieure. C'est pas complètement faux. Et pour aller bien, pour aller au moins
là où vous serez heureux, c'est une bonne chose de connaître ce qui se passe dans vos âmes. Donc, bon courage pour faire ces efforts-là. Ah, il y a une question. Oui, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais savoir, vous avez parlé à la toute fin de construire des relations. C'est vrai que c'est un mot derrière lequel on peut mettre énormément de notions. Est-ce que vous pourriez donner des exemples, comment ça s'incarne véritablement, se caractérise, avec l'exemple de Ozanam et de manière générale? Merci beaucoup. Peut-être pour construire, je parle de choses très simples, mais pour construire, il faut avoir un peu de matière pour construire. Donc si on est soi-même une espèce de grande flaque, il n'y a pas grand-chose à apporter. Voilà. Donc il faut... Enfin, mon métier, c'est je m'occupe de la propédeutique de la communauté Saint-Martin et je suis formateur au séminaire. Et notre rôle de formateur, pour avoir de bons prêtres, il faut avoir des bons chrétiens, et pour avoir des bons chrétiens, il faut avoir des bons hommes. C'est un truc qu'on répète un peu souvent. L'idée, c'est d'avoir une humanité qui soit un peu établie. C'est pour ça que je vous disais, examinez-vous, connaissez-vous sans inquiétude, mais connaissez vos qualités, connaissez vos défauts. Souvent, quand il y a une jeune personne, jeune fille, un jeune homme qui dit « j'aimerais une direction spirituelle », il va très bien. Déjà, tu peux me dire 3 qualités, 3 défauts. En général, les défauts, ça c'est bon, mais les qualités, il n'y a plus personne. Et du coup, sachez, connaissez vos qualités, connaissez vos défauts, connaissez vos goûts, connaissez vos désirs profonds, sachez à peu près la grande direction où vous voulez aller. Puis là, vous aurez un truc à proposer. Parce que s'il y a, je reprends cette image grotesque de la flaque, mais s'il y a 2 flaques, ben, ça fait une plus grosse flaque, mais ça reste une flaque, quoi. Voilà. S'il y a deux personnes qui ont un peu une ossature personnelle, un caractère, qui savent un peu où ils vont. Frédéric, je vous dis que c'est un gros anxieux, mais c'est une brute de travail, il ne s'arrête jamais. Enfin, il a un projet. Amélie, pas du tout anxieuse, elle est sereine. Je me suis amusé à faire travailler Gemini sur toutes les sources que j'ai de eux. Je lui dis, fais-moi une analyse lexicographique de ce qui sort chez Frédéric et ce qui sort chez Amélie. Alors chez Frédéric, c'est les grandes idées, les théories, les trucs, tout bon mec qui a les grandes idées, les théories. Alors elle, machine de guerre. Elle gère tout, le business, le pognon, comment ça se passe. Il y a vraiment une personnalité. Elle s'est formée à ça, elle prend soin, mais elle connaît ses limites, elle connaît son tempérament. Quand on lit leur lettre de fiançailles, en 6 mois, ce qu'ils sont capables de se montrer, il y a 2 personnalités construites. Donc avant de construire une relation, qu'il y ait quelque chose qui puisse construire. Et ensuite, c'est dans un échange où on apprend à se connaître et puis à voir ce que l'autre montre, tout en acceptant, ça c'est peut-être un risque dans la construction de la relation, ce que je vous citais tout à l'heure d'Amélie, que l'autre à un moment demeure un mystère. Et qu'il y a quelque chose qui demeurera toujours un mystère. Et qui ne sera pas, c'est peut-être un peu la tentation globalement, les mecs, bon, le mystère, voilà, il y a peut-être une petite tentation féminine de vouloir davantage percer, comprendre, embrasser tout le mystère de l'autre. Peut-être chez les hommes, il y aurait le côté, une fois qu'il a compris une clé, il a compris la clé, quoi, et il ne se dit pas qu'il y a plusieurs clés. Donc, mais du coup, il y a une certaine humilité quand on construit quelque chose, une certaine humilité à avoir pour se dire, ben, il faut du temps. Alors vous allez me dire 6 mois c'est court, c'est sûr, mais ils avaient une certaine connaissance d'eux-mêmes qui était assez belle, ils étaient assez décidés quand même dans la vie. En 1840, on se mariait à 20 ans, c'était pas un problème. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, à l'époque, les hommes se mariaient plus tard que les femmes. Voilà. Bon. Je ne sais pas si ça va. C'est tout bon? Bon, et ben bon courage encore à tous. Hein. Bonne soirée. Et on m'a dit qu'il fallait faire une toute petite prière. Ce que je vous propose, c'est qu'on se confie peut-être tous ceux qui sont amoureux et tous les fiancés spécialement. Non, mais c'est très bien. Il faut se confier à l'intercession de la Vierge Marie. Et puis je vous propose aussi de confier tous ceux qui sont mariés et qui ont besoin d'être un peu renouvelés dans leur amour. Avant de faire la prière, merci à Don Léonard. Vous avez compris, il y a un critère imparable, c'est que tant que vous n'êtes pas nommé à la Sorbonne, il ne faut pas vous marier. Donc c'est ça.
Alors, au-delà de ça, mes amis, au-delà de ça, vous savez, il faut, l'abbé, merci d'avoir bien dit qu'il faut se connaître soi-même, il faut apprendre à se connaître, etc. Il faut utiliser les outils qui existent. Et on a des outils ici, ça s'appelle le cycle Saint-Jean-Paul II, le cycle Sainte-Thérèse. Vous riez, mais n'empêche que, au-delà du fait de discerner sa vocation, ce que je vais faire de ma vie, me consacrer ou me marier, etc., ça donne des outils pour toute la vie. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est pas seulement l'idée de dire comment. Oui, et après moi aussi. Donc tout ça pour vous dire que ça vous donne des outils pour toute la vie. Et c'est ça que je veux vous dire. Donc réfléchissez-y, c'est important. Et d'autre part, autre outil, pas le week-end prochain, mais le week-end après, le forum Waouh. Et ça aussi, ça va vous donner sacrément des outils. Merci de vous inscrire vite à ce week-end qui changera votre vie. Voilà, merci, Don Léonard. Vous pouvez encore applaudir Don Léonard. Et puis après, Je vous salue, Marie, Notre-Dame du Bel Amour. Que le Seigneur nous bénisse, nous accorde une nuit paisible, une fin chrétienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. merci et bonne soirée à tous.